Alors le titre explique la problématique. Que se passe-t-il en Europe, donc sur le continent, pendant l'équipée navale qui se termine, merci, au large de Trafalgar, du cap de Trafalgar? Parce que quand même, il s'est passé 6 mois là, entre le départ en mars de Toulon et Trafalgar qui est en octobre. Il y a quand même pas mal de temps, plus de 6 mois, et il se passe des choses en Europe. Au début de cette période, Napoléon, jusqu'à l'été 1805, reste avec son idée fixe que, il faut envahir l'Angleterre. Il va changer d'avis après. Mais jusqu'à l'été 1905 1805, pardon, c'est son idée fixe. Euh, il a quand même des préoccupations en Europe. Alors déjà, il fonde le royaume d'Italie, dont il se nomme roi, et il nomme vice-roi son beau-fils Eugène de Beauharnais, qui a 24 ans, donc le fils de Joséphine. Euh, Au cours de l'été 1805, Napoléon constate quand même que toute la Royal Navy n'est pas partie, alors avant Trafalgar, hein, n'est pas partie aux trousses de Villeneuve, qu'il y en a quand même pas mal qui sont restés, il y a d'autres amiraux, il n'y a pas que Nelson, hein. Les Anglais sont pas fous, ils ont laissé pas mal de flottes pour surveiller la Manche. Donc en fait, ce plan n'aurait pas fonctionné, puisque de toute façon, il serait tombé sur des bateaux de guerre anglais. Euh, Tout en maudissant l'inertie de Villeneuve qui a aggravé les choses, Napoléon finit par abandonner l'idée d'envahir l'Angleterre, définitivement, et de rediriger ses forces terrestres vers le continent. Mais cela, en même temps, va le sauver de la suite des événements. Parce que, en même temps, que se passe-t-il en Europe, en Autriche, notamment, en Prusse? Après la rupture de la paix d'Amiens, l'Angleterre, parallèlement à l'équipée de Nelson, mène une intense activité diplomatique pour remobiliser les adversaires de Napoléon. On dirait il ne faut pas se laisser décourager, il faut continuer à se coaliser, etc. Et une troisième coalition va naître au printemps et à l'été de 1805. Un traité d'alliance avec la Russie de la part de l'Angleterre, un traité d'alliance avec l'Autriche. Alors l'Autriche, le souverain, c'est François Ier. François Ier et François II, c'est la même personne. C'est, rappelez-vous, François II, par rapport à Marie-Antoinette, c'est qui? C'est un neveu de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est la sœur de son père, Léopold II, qui meurt en 92, assez tôt, et François devient empereur enfin, archiduc d'Autriche. Sa sœur, enfin, sa tante, Marie-Antoinette, est partie d'Autriche en 1770. Il avait 2 ans. Donc, il n'a pas connu Marie-Antoinette. Quand il s'agit de la sauver, c'est-à-dire d'accepter un échange avec les révolutionnaires de prisonniers politiques contre Marie-Antoinette, il refuse. Il la laisse à son triste sort dans la prison du Temple. Elle n'est pas sauvée parce qu'elle, voilà, il refuse de l'échanger, ce qui est quand même assez cruel parce que Marie-Antoinette rentre avec ses 2 enfants en Autriche, ça n'aurait pas changé la face du monde, la pauvre. Hein, voilà. Ce François II, archiduc d'Autriche, est donc neveu de feu Marie-Antoinette, est en même temps, pour l'instant encore, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dont sa mère, sa grand-mère, Marie-Thérèse d'Autriche, était l'impératrice. Et donc, à ce titre, il est François Ier. François II, c'est archiduc d'Autriche. François Ier, c'est la même personne, mais c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui va devenir ensuite empereur d'Autriche. Quand Napoléon va supprimer le Saint-Empire romain germanique, il va garder le titre d'empereur, mais simplement empereur d'Autriche. Quand on dit François II ou François Ier, c'est la même personne, en parlant de l'Autriche. Donc, traité d'alliance entre de l'Angleterre avec l'Autriche de François Ier ou de François II. Alors, à ses principaux alliés s'ajoutent, mais c'est symbolique, Naples et la Suède. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'armées, hein, c'est pas des grandes puissances militaires. Le roi de Suède, qui va d'ailleurs être balayé, abhorre les idéaux révolutionnaires, entretient des liens économiques avec la Grande-Bretagne. Il est naturellement allié de la Grande-Bretagne. On assiste, pendant que Napoléon surveille les flottes de Nelson et de Villeneuve, à une remobilisation des troupes pour intervenir en Europe centrale, autrichienne et russe. Quant à la Prusse, elle a un souverain qui est bien faible, c'est Frédéric Guillaume III,
qui est terrorisé à l'idée d'affronter Napoléon et qui ne veut pas du tout, il ne se sent pas le tempérament d'affronter la France. Donc la Prusse est très en retrait dans la perspective de cette troisième coalition. Je vous ai mis une petite biographie de ce fameux François Ier. Bon, déjà à sa tête, on voit que c'est pas un grand généreux, hein, personnage un peu inquiétant, qui passe pour un souverain médiocre. Euh, il a le mérite d'avoir sauvé l'Autriche dans cette période où elle aurait pu disparaître. Il a surtout plus tard, vous verrez, un excellent Premier ministre, c'est Wenzel von Metternich, qui va être l'un des grands adversaires de Napoléon, qui va reconstruire l'Europe de 1814. Metternich, diplomate brillant, qui va très bien s'entendre avec Talleyrand. Mais ce François Ier laisse un souvenir plutôt médiocre. Il est hanté par l'idée de sauver comment dire, l'honneur autrichien parce qu'ils ont été, à Marengo, ils ont été humiliés, Campo Formio aussi les a humiliés, donc bon, voilà. Mais en même temps, il n'a aucune vision stratégique. Il y a un bon élément en Autriche, son frère d'ailleurs, qui s'appelle l'archiduc Charles-Louis, on verra, on en parlera un peu tout à l'heure, mais qui n'est pas le souverain en titre. Et François Ier, finalement, n'est pas capable de donner à l'Autriche l'élan qu'il aurait fallu pour renverser, pour combattre Napoléon. Vous lirez sa biographie. L'Empire autrichien, c'est quand même une constellation de petits États d'Europe centrale, hein. Tyrol, Hongrie, Slovaquie, Croatie, Slavonie, Transylvanie, bon bref, Bohême, hein, tous ces petits dans lesquels plusieurs langues sont parlées, allemand, hongrois, slave du Sud, tchèque, slovaque, polonais, italien, roumain, voilà. C'est cette mosaïque d'Europe centrale qui va constituer ce qu'on appelle l'Empire d'Autriche, qui va devenir l'Empire austro-hongrois. Ensuite, il va faire la guerre dans la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne de Hindenburg, hein. On n'est pas encore là. Alors, François Ier ne participe pas directement à la bataille d'Austerlitz, ça on va le voir, on l'a pas encore vu, mais il est à côté, il n'est pas loin, il n'est pas sur le champ de bataille, ce qui fait que cette bataille entre Napoléon, Alexandre Ier de Russie et François Ier d'Autriche, qui n'est pas là mais qui est pas loin, aura le nom de bataille des trois empereurs. Mais dans cette bataille des trois empereurs, l'empereur d'Autriche n'est pas dans la bataille, il est spectateur. Ses troupes, en revanche, sont dans la bataille. Déjà, voilà, un empereur qui envoie ses troupes et qui n'est pas à la tête de ses troupes, déjà, c'est pas l'idéal pour gagner une bataille, quoi. Voilà, passons. Alors, il a été marié 4 fois, il a eu 13 enfants. C'est un souverain médiocre, mais on lui accorde le bénéfice d'avoir sauvé l'empire, d'être à l'origine de l'empire austro-hongrois. Voilà. Moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir sauvé sa tante, quoi. Pourquoi avoir laissé Marie-Antoinette dans la prison du Temple? Parce qu'en fait, c'est lui qui l'a laissée, quoi. Ça, déjà, je trouve que c'est pas bien. On peut pas ne pas mettre de morale dans l'histoire, hein. Alors Alexandre Ier, c'est le chouchou de sa grand-mère, Catherine II, la grande Catherine de Russie. Il disait qu'elle avait ses propres jacobins à Moscou à l'époque, à Saint-Pétersbourg, à l'époque on lui demandait de combattre la Révolution française. Grande francophile et francophone, qui a été élevée par une préceptrice protestante. Elle a une brillante culture française, Catherine II de Russie. Euh, Son fils Paul Ier, qui est son premier héritier, elle considère qu'il n'a pas les compétences pour être tsar de Russie, et elle chérit son petit-fils, Alexandre Ier, qui est le petit chouchou de la famille, là on le voit à côté. Bon, elle est acquise aux idées libérales. Son but, c'est de moderniser la Russie, et ça, c'est très important pour nous, Français, qu'on le réalise aujourd'hui en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie. Parce que je vais faire une petite parenthèse. Si on observe l'histoire de la Russie depuis Pierre le Grand, si on lit Dostoïevski, si on sait ce qu'était Catherine II de Russie, la Russie du 19e siècle, du 18e siècle, était admirative, l'élite russe, des révolutions libérales françaises, de la modernité de l'Europe. Et c'était une Russie, Saint-Pétersbourg, hein, qui était la porte de l'Europe, création de Pierre le Grand. C'est une Russie qui était ouverte à l'Occident, hein, qui avait une admiration pour la culture occidentale. Il y a eu l'épisode soviétique, tout à fait d'accord. Mais l'épisode soviétique se termine par l'échec regrettable de Gorbatchev. Si on avait dit Gorbatchev, on n'aurait pas eu Eltsine et il n'y aurait peut-être pas eu non plus Poutine. Gorbatchev avait vraiment l'envie de démocratiser la Russie, l'URSS,
On l'a laissé mourir, parce que c'était une tâche colossale, on l'a laissé faire. Et je pense que l'Occident a été, pendant 2 siècles, ingrat envers les Russes. C'est ma conviction profonde. Ce que je reproche à Mitterrand, c'est d'avoir complètement donné la priorité à l'alliance avec l'Allemagne. Helmut Kohl, très bien, moi, la poignée de main de Verdun, je dis bravo, hein, un beau geste symbolique. Mais il fallait pas oublier les Russes. Et on a laissé la Russie se dégrader, mourir, comment dire, humiliée par les oligarques, par la corruption de Helsinki. On a, on a tendu le ressentiment russe, parce que les Russes sont des gens quand même qui ont 20 millions, 22 millions de morts pendant la guerre contre les Allemands. C'est pas rien, les Russes, contre les nazis. On les a laissés comme ça, on dit, bon, allez, c'est fini, la Russie, on n'en parle plus, c'est bon. Ouais. Les Américains ont fait beaucoup de tort, là. On a laissé la Russie se dégrader. Quand Poutine est arrivé en 2000, il a demandé à faire partie de l'OTAN. On l'a tapé sur l'épaule, on s'est mis à rire. Ah, quel plaisantin ce Vladimir, il veut faire partie de l'OTAN. Résultat, on a la guerre d'Ukraine. Moi, je pense que si on avait eu de bons diplomates pendant les 20 dernières années, on évitait aujourd'hui la guerre d'Ukraine. Mais on l'a pas fait. Et on le voit déjà avec Catherine II de Russie, il y a une vraie admiration de la Russie envers l'Occident. Et ça, on l'a laissé, on n'en a pas tenu compte. Et du mépris envers les peuples arrivent toujours des réactions très violentes. Avec les Russes, je crois que les Russes sont humiliés par l'Occident et sont prêts à en découdre jusqu'au bout. Ce qui est grave, il faut réparer cette situation. Ça n'enlève rien aux souffrances du peuple ukrainien. Les pauvres, eux, ce sont les grandes victimes. Mais avec la colonisation arabo-musulmane, c'est pareil. Il y a aussi une humiliation séculaire des pays colonisés qu'on n'a pas su enrayer. On a abandonné la décolonisation, on a laissé faire n'importe quoi, on a laissé s'installer l'islamisme radical. Aujourd'hui, on a des cohortes de poseurs de bombes, de djihadistes qui sont prêts à en découdre parce qu'au départ, il y a une profonde blessure narcissique. Et bien ça, c'est le travail des diplomates. Il faut réparer les blessures narcissiques des peuples pour que les peuples aspirent à la fraternité. Moi, je pense ça. Et quand on laisse en jachère comme ça des peuples entiers, à un moment donné, on est en face de ce qu'il y a de pire, le terrorisme, ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois qu'on a une lourde part de responsabilité. Mais bon, sans se flageller, hein. Mais voilà. Allez, je reviens donc à notre Alexandre Ier. Alors, bon, il a été choqué à propos de Napoléon par l'exécution du duc d'Enghien, ce qui est normal, hein, parce qu'on n'a pas compris pourquoi Bonaparte avait fait du duc d'Enghien une victime, qui n'avait fait aucun complot contre Bonaparte. Ça a quand même choqué les cours d'Europe. Cela dit, c'est un stratège médiocre. Alexandre Ier pense qu'il va avoir une gloire politique et militaire en affrontant Napoléon. Là, il se trompe et il est victime de ce fantasme. Quant à Napoléon, ben, il sent venir le danger. Il s'est dit, bon, la Russie se réveille, l'Autriche se réveille, il faut réagir. Et à partir de ce qu'il a réuni à Boulogne, de cette armée de 200 000 hommes qui était au départ faite pour envahir l'Angleterre, il va faire une volte-face. Napoléon est un spécialiste de la volte-face. Il va très vite comprendre que le danger maintenant vient d'Europe centrale, et il va transformer cette armée de débarquement en une armée d'occupation euh, continentale. Ça va devenir la Grande Armée. Quand Napoléon va marcher ensuite de Boulogne vers l'Allemagne pour affronter l'Autriche, c'est le début de la Grande Armée. 210 000 hommes. Alors l'armée à l'époque, c'est infanterie, cavalerie, artillerie, génie, hein. Voilà, génie, c'était pour franchir les fleuves. La garde impériale, née à ce moment-là, elle commence avec 10 000 vétérans, ça se termine avec 112 000 vétérans en 1815. Puis alors l'armée napoléonienne, cette grande armée, elle arrive au fil des années de 200 000 à 600 000 hommes, hein, en Russie. Et ensuite, évidemment, c'est la décrue. 120 000 hommes participent à Waterloo. En tout, Napoléon aura mobilisé entre 2,5 millions et 3 millions de soldats sur l'ensemble de l'Empire. 900 000 tués, entre 900 000 et 1 200 000 soldats tués. Ça, c'est... Ouais. Alors, ces officiers, la plupart étaient issus du rang. Après chaque bataille, les colonels comblaient les vides des officiers tués par des sous-officiers qui trouvaient une promotion. Ceux qui s'étaient bien comportés au combat. Et on voit que c'est à partir de Valmy. Valmy, c'est la victoire fondatrice, on l'a vu dans la Révolution.
qui donne cet élan révolutionnaire et patriotique à l'armée française. On est encore dans l'esprit de Valmy. Les meilleurs officiers deviennent généraux tout en conservant leur qualité de soldats. C'est ça qui est important. Les- si les généraux de Bonaparte, de Napoléon étaient bons, c'est parce que c'était avant tout des bons soldats et qui continuent à donner l'exemple sur les champs de bataille. D'où les blessures et les morts. Voilà. Et ça, pour des soldats, quand le chef est héroïque, on veut tous ressembler au chef. Ça, c'est la règle de l'armée. Avec des chefs héroïques, les soldats sont héroïques. C'est ce qui a fait la force des armées napoléoniennes. Alors, ici, je vous ai mis une biographie de 14 ou 15 maréchaux d'Empire. Là, on va pas le faire, ce serait trop long, vous le lirez, hein. On a Berthier, Masséna, Augereau, Jourdan, Bernadotte, Brune, Brune, un grand républicain, parce que certains sont restent républicains. Joachim Murat, le charge de cavalerie. Vous voyez, là, il dit à la fin, quand il sera fusillé en octobre 1815, il dira au peloton d'exécution, soldats, faites votre devoir. Bon, c'est le panache. Murat, c'est le panache jusqu'au bout. Soult, qui fera la guerre d'Espagne, et ça va être extrêmement cruel, la guerre d'Espagne. Lannes. Alors Lannes, Bernadette, tu es prête à lire ce que dit Lannes à Napoléon? C'est magnifique, c'est très... Lannes, c'est vraiment l'un des plus exemplaires. Lannes n'aimait pas la guerre. Il fait son devoir de soldat. Il est bouleversé par ce qui se passe en Espagne. On va y arriver la prochaine fois à la guerre d'Espagne. Et quand il est tué à Essling en 1809, on va venir aussi à cet épisode, sur son lit de mort, il dit à Bonaparte ce qui est sa profonde vérité. Et Bonaparte est bouleversé de ce que Lannes lui dit. Tu lis à partir de là, Bernadette. Passion insatiable te perdra. Tu sacrifies sans nécessité, sans ménagement, sans regret les hommes qui te servent le mieux. Ton ingratitude éloigne de toi ceux-là même qui t'admirent. Tu n'as plus autour de toi que des flatteurs. Je ne vois pas un ami qui ose te dire la vérité. On te trahira, on t'abandonnera. À toi de terminer cette guerre. C'est le vœu de tes généraux. C'est sans doute celui de ton peuple. Tu ne seras jamais plus puissant, tu ne peux être bien plus aimé. Pardonne à un mourant ses vérités, ce mourant te chérit. Je lis, hein. Voilà, donc Napoléon sera bouleversé par la mort de Lannes, mais c'est 1809 la mort de Lannes, hein. Malheureusement, c'est pas ce qui va arrêter la guerre. Ney et Davout, surtout, alors Ney aussi, hein, le brave des braves. Davout, alors Davout, c'est aussi un fidèle parmi les fidèles, qui seront des généraux d'exception. Et Junot, qui aura aussi un destin en Espagne et au Portugal. Vous lirez les biographies. Alors, 1905, au moment où Trafalgar se dénoue, euh, la Grande Armée va quitter Boulogne pour affronter les Autrichiens en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est au-dessus de la Suisse, c'est ce qui séparait l'Autriche de la France. C'était le champ de bataille. L'Allemagne, où il n'y avait pas de gouvernement fort, c'était pas la Prusse, hein, c'était la Bavière. C'est là qu'ils se rencontraient, qu'ils se faisaient la guerre, et ensuite ils allaient occuper, en l'occurrence Napoléon, allait jusqu'à Vienne. Alors là, je parle de partie d'échec parce que Napoléon, finalement, alors sur les stratégies terrestres, a toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Parce que les Autrichiens se disent, bon, Napoléon est à Boulogne, il regarde l'Angleterre, il pense qu'à débarquer, nous, on va progresser en Bavière, puis on va le surprendre par la Bavière. Et Napoléon sait déjà qu'ils vont faire ça. Et donc à ce moment-là, il se retourne déjà, il fait une marche forcée vers la Bavière, alors que les Autrichiens le croient en train de scruter les côtes anglaises. Et c'est ça qui va créer les victoires de Napoléon. Les Autrichiens vont être trompés dans les stratégies parce qu'ils ont toujours un coup de retard. Napoléon, ça fait un petit moment qu'il se dit, il faut que j'arrête avec l'Angleterre, il faut que très très vite j'intervienne en Allemagne. Dès qu'il apprend que les troupes autrichiennes marchent vers la Bavière, il donne l'ordre à son armée de 210 000 hommes, répartis en 7 colonnes, vous verrez la carte tout à l'heure, de marcher sur la Bavière, vers l'Autriche, quoi. Les Autrichiens, là, font une grande faute parce que théoriquement, ils étaient alliés avec les Russes. Mais les Russes sont en Russie, au mieux en Pologne. Bon, mais pas encore sur le terrain opérationnel en Allemagne. Et le général autrichien qui s'appelle Karl Mack, lui, qui est pas un génie,
Au lieu d'attendre que ses alliés russes soient présents et d'avancer d'une manière plus renforcée, part avec 72 000 hommes envahir la Bavière. Il remonte le Danube en direction de Ulm. Là, je vous montre quand même un peu la carte parce que c'est pas évident, vous voyez. Là, on est à Boulogne, ici. C'est là que la flotte devait envahir l'Angleterre. Napoléon change d'avis à partir de l'automne. Alors, Ulm, c'est quel mois déjà? J'ai oublié. C'est octobre. Ben, c'est en même temps que, c'est pratiquement en même temps que Trafalgar, hein. C'est pratiquement en même temps que ça se passe. Il divise son armée en 7 colonnes. Vous avez 7 flèches là. Il avance sur un front très large. Il passe par des grandes villes toujours pour le ravitaillement. C'est important. Et arrivé ici, au lieu d'attaquer frontalement, de percer, ici c'est la forêt noire. C'est la côte est du Rhin qui monte vers la Belgique. Euh, les Autrichiens ici, avec Mack, partent le long du Danube, hein, le Danube est ici, là, et traversent la Bavière et occupent la ville d'Ulm comme position fortifiée pour arrêter l'empereur Napoléon. Euh, Au lieu d'arriver par la forêt Noire, Napoléon ici divise son armée sur un front très large de presque 200 kilomètres. Il va attaquer par le sud, par l'est et par le nord. C'est-à-dire, Ulm va être prise en tenaille. Les Autrichiens font l'erreur de se mettre au même endroit. Automatiquement, ça favorise les manœuvres d'encerclement. Voilà à peu près le cadre géographique. Mais c'est pas tout. Le général Karl Mack, hein, il y a un nom rigolo, Karl Mack, la tête de l'armée autrichienne, s'installe à Ulm le 6 octobre, et là il s'installe, il croit qu'il a le temps. Il croit qu'il a le temps, et il se dit on va s'organiser pour résister à une attaque par le sud. Quels sont les motifs ou les informations qui amènent Karl Mack à raisonner ainsi? C'est qu'il y a un espion dont vous avez peut-être, quand vous étiez jeune, vu le feuilleton, Schulmeister, espion de l'empereur, hein, vous vous souvenez? Avec un formidable Jacques Fabry. C'était extraordinaire. Moi, j'étais passionné par ce feuilleton. C'est un Alsacien qui parle parfaitement l'allemand, donc il passe très bien pour un Autrichien. Il a pris fait et cause pour l'empereur et il a deux actions. D'une part, il renseigne l'empereur sur les stratégies autrichiennes. Et d'autre part, côté autrichien, où il se fait passer pour un officier autrichien, il donne de fausses informations. Donc il intoxique l'armée autrichienne et le commandement autrichien. Alors le vrai Schulmeister, il est là. On voit que c'est un coquin quand même là sur la photo, hein. C'est un malin. Il est appelé le Napoléon des espions, Schulmeister, et c'est lui qui amène Mack à faire des erreurs. Alors il y a eu beaucoup de littérature dessus, donc on ne sait plus aujourd'hui ce qui relève de la littérature. Alexandre Dumas a beaucoup écrit sur Schulmeister, ou ce qui relève de la réalité. Mais en fait, toujours est-il que la bataille d'Ulm et d'Austerlitz ont été des grandes victoires françaises. Alors déjà, aux Autriches, il s'est passé pour un officier autrichien. Il fait courir le bruit que Napoléon est très loin vers Boulogne et qu'il n'est pas du tout à la frontière en train de franchir le Rhin, et que d'autre part, il va attaquer. S'il attaque, c'est par le sud, c'est par la Suisse. Mack se trouve renforcé dans ses convictions. Il se dit, bon, ben, très bien, je suis à Ulm, je me fortifie et j'oriente ma défense vers le sud. Et pratiquement le lendemain, on lui apprend que Napoléon attaque déjà Ulm par le nord et par l'est. Donc Mac dit, mais comment? Je viens d'arriver. Il est complètement bouleversé par cette nouvelle, tant et si bien que euh, en avant-garde, le 14 octobre, bat les Autrichiens à Elchingen, qui est au nord, à 10 kilomètres au nord de Ulm, ce qui fait que Mack capitule sans combattre. Il est désemparé d'être attaqué par les Français alors qu'il ne les attendait pas du tout à ce moment-là. Donc ça montre la naïveté finalement du commandement autrichien. Le 20 octobre, alors Ulm, c'est une victoire sans mort. Il y a eu une bataille au-dessus à Elchingen avec Ney, mais Ulm capitule, il y a pas de mort, quoi. On peut presque en sourire. Voilà, il y a pas de massacre, hein. Le 20 octobre, c'est la prise de Ulm, et le 13 novembre, il est à Vienne. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, il encercle les Autrichiens qui se rendent et il marche tranquillement. Il arrive à Vienne, qu'il occupe le 13 novembre, la capitale de l'Autriche, sans combattre. Parce qu'entre-temps, les troupes autrichiennes qui restaient à Vienne, en voyant arriver l'armée napoléonienne, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils montent vers le nord, ils se sauvent. Ils vont à la rencontre des Russes, qu'ils auraient jamais dû quitter d'ailleurs, en Moravie, au-dessus, là-bas, l'actuelle Tchécoslovaquie. Donc ils quittent la capitale, Napoléon arrive à Vienne.
Alors il demande à ses soldats aucun pillage, ils occupent Vienne sans combattre, il en profite pour ravitailler ses troupes, il s'apprête au prochain affrontement. C'est ce qui va nous donner la bataille d'Austerlitz. Donc c'est même assez incroyable la naïveté, la pusillanimité du commandement autrichien à cette époque. Donc voilà la carte. Et on voit bien que de Vienne, elle est à 200 km d'Austerlitz. Et Austerlitz, la bataille va avoir lieu le 2 décembre, moins de 3 semaines plus tard, 1805, contre Russes et Autrichiens. Alors les Russes, de leur côté, sont beaucoup plus méfiants. Ils sont commandés par le vieux maréchal Mikhail Kutuzov, dont vous voyez ici deux portraits. Le vrai Kutuzov, et là le formidable acteur autrichien Oskar Homolka, que vous verrez si vous revoyez Guerre épée de King Vidor. Alors Guerre épée de King Vidor, c'est un film médiocre, hein, je suis désolé, qui dure 3 heures. On parle que des aventures sentimentales de la princesse, la petite princesse Natasha Rostov, là. Bon, Audrey Hepburn, elle est mignonne, mais bon, ça va. Pendant 3 heures, c'est un peu long. Alors que toute la stratégie de la bataille de la Moskova, la stratégie de la campagne de Russie n'en parle pas. Donc c'est un peu décevant. Moi, j'étais très déçu hein, par Guerre épée. Non, mais c'est vrai. Bon, je veux bien qu'une intrigue sentimentale, mais là, bon, il y a la quatre amants dans le film, bon, ça va. Et en fait, alors en revanche, il y a une réussite dans ce film, c'est l'interprétation de Kutuzov par cet acteur fort, d'ailleurs on le voit là, hein, cet acteur formidable qui est, qu'on ne connaît pas du tout en France, Oscar Homolka, qui interprète un Kutuzov plus vrai que nature. Ce Kutuzov, c'est un vieux soldat qui a été blessé, qui a toujours défendu la Russie et qui se méfie de Napoléon parce qu'il sait que Napoléon est malin comme un singe et que donc il ne faut pas tomber dans ses pièges. Kutuzov, il va faire la campagne de Russie. C'est-à-dire qu'il y a une différence stratégique fondamentale entre les Autrichiens et les Russes. Les Autrichiens, ils courent à l'assaut pour laver l'affront de Marengo. Ils en sont encore là. Alors que les Russes sont prudents, ils veulent faire avec la géographie, ils attendent que l'hiver arrive. Enfin, ils font comment dire, des escarmouches et ils se dérobent. Ils affrontent pas de front, hein, l'armée napoléonienne. Ils sont beaucoup plus malins dans leur approche. Et finalement, ils vont gagner en 1813 parce que la bataille de la Bérésina, c'est décembre 1812. La stratégie de Kutuzov est payante, il est beaucoup plus méfiant. Mais malheureusement, il n'est pas écouté, Kutuzov, par son empereur, l'empereur Alexandre Ier, qui lui veut se couvrir de gloire. Et c'est comme ça qu'a lieu la bataille d'Austerlitz. En plus, à Austerlitz, vous lirez le détail. Bon, alors c'est compliqué les stratégies hein, des batailles. Napoléon va feindre une retraite pour attirer l'ennemi dans un endroit précis. Les alliés russes et autrichiens croient qu'il se retire, donc il tombe dans le piège, puis il y a contre-attaque avec la cavalerie qui arrive sur les côtés. Enfin bref, au plateau d'Austerlitz, avec les marais, l'histoire de la brume aussi, la brume qui empêche les tireurs d'ajuster l'artillerie. Enfin, il y a une concours de circonstances qui fait qu'Austerlitz est une grande victoire. Et on a appelé ça la bataille des trois empereurs. Le brouillard, un peu de chance, hein, ont favorisé les Français. Et puis les grands généraux, Soult, Murat, Davout, Ney, Bernadotte, Augeron participaient à la victoire. Les Russes battent en retraite et vont finalement, on va arriver à la paix. Hein. C'est la dissolution de la troisième coalition. Et le soir de Austerlitz, Napoléon dira à ses hommes, alors il fait un long discours qui se termine par ceci, un soldat, je suis content de vous, il vous suffira de dire j'étais à Austerlitz et l'on vous répondra, voilà un brave, donc les chapeaux montant, vive l'empereur, voilà, il savait parler toujours à ses soldats. C'est Berthier qui signe la paix, le cessez-le-feu. La paix de Presbourg est donc décidée à fin 1805, dont la Trafalgar a déjà eu lieu. Et en fait, Trafalgar n'a aucune influence sur la politique française, puisqu'on signe quand même la victoire contre les Autrichiens et les Russes avec la paix de Presbourg, qui donne encore du répit à Napoléon, parce que là, il va conforter ses positions en Europe centrale. Trafalgar est presque un coup pour rien, je dirais. L'Autriche perd le Tyrol, c'est-à-dire dans le prolongement de l'Autriche occidentale, le prolongement de la Suisse. Elle perd la Vénétie, toute la côte orientale la côte est de l'Adriatique qui sont intégrés au royaume d'Italie. La Bavière est récompensée parce qu'elle a aidé la France, les Bavarois. Donc, alors il récupère, je crois, la Franconie. Je crois qu'on l'a au-dessus. Là, voilà. Là, vous voyez, la Bavière est 6 et est augmentée du Tyrol au sud.
qui était le prolongement d'Autriche, et de la Franconie au nord. La Franconie, c'est une région où des tribus franques de l'époque de Clovis, au 5e siècle après Jésus-Christ, étaient là, et ça s'est appelé la Franconie, mais ça n'a rien à voir avec la France. Hein, voilà, c'est une région d'Allemagne qui va renforcer la Bavière ici. Ça, c'est le Nouvel Empire. On va y revenir, on va terminer par là. L'idée de Napoléon, c'est de fédérer tous les petits États allemands pour fabriquer une confédération germanique. En lieu et place de l'empire, du Saint-Empire romain germanique, il crée la Confédération germanique, qui est un allié de la France. C'est une mosaïque, il y a 16 petits États allemands. Il cède le Hanovre à la Prusse, le Hanovre qui jadis était à la Grande-Bretagne, et donc il crée une rivalité entre Prusse et Grande-Bretagne. Il est malin, Napoléon. C'est 1806 la formation de ce qu'on appelle le Grand Empire, dans l'idée qu'il était un nouveau Charlemagne, il progresse vers l'Orient, parce que effectivement, les frontières ici, vous voyez là, l'Istrie, la Dalmatie, il y a l'Empire ottoman. Donc, ouais, c'est l'Orient. Là, on est dans les Balkans, quoi, en fait. Hein. François Ier perd son titre de empereur du Saint-Empire romain germanique, puisqu'il n'y a plus d'empire romain germanique, et donc il devient empereur d'Autriche. Il reste le nom de François Ier, qui était de la grande famille des Habsbourg. Et le Saint-Empire romain germanique, qui a été créé en 962 par le saxon Othon, est dissous. Il aura duré un peu moins de 1000 ans. Voilà. Et voilà la carte du Nouvel Empire. La France qu'on a vue tout à l'heure, c'est à peu près la même en bleu. Là, simplement, le royaume de Hollande a été créé, mais ça va pas durer longtemps, jusqu'en 1810. Ensuite, il va récupérer le royaume de Hollande, Napoléon. Là, on a en rouge la fameuse Confédération du Rhin, qui intègre la Bavière. Alors, je n'ai pas mis toutes les frontières parce que c'est trop compliqué. Il y a la Saxe, le duché de Berck, le duché de Baden, le Württemberg, voilà, la Westphalie. Le Grand-Duché de Varsovie, ici, va être considéré comme un État allié de la France et en même temps un État tampon par rapport à la Russie. C'est la Pologne. Hein. Ouais. L'Autriche, ici, perd tous les territoires qu'elle avait à l'Est. En Italie, on a le royaume d'Italie qui va être créé ici. Alors la Vénétie est récupérée, elle va faire le royaume d'Italie. Et les prochaines victimes, ça va être les États pontificaux qui vont bientôt sauter. Et le royaume de Naples, où les derniers Bourbons sont encore à Naples, ils vont être chassés. Murat, enfin d'abord Joseph va devenir roi de Naples et ils vont se réfugier en Sicile, les Bourbons de Naples. Et là, j'ai mis à la fin de cette année la fameuse reine de Prusse, Louise Augusta, parce que Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, ne se sent pas du tout capable de lutter contre Napoléon, mais sa femme se rebelle, très populaire en Prusse, pour son patriotisme. Elle n'accepte pas le risque de vassalisation que fait courir à la Prusse l'emprise napoléonienne. Elle parvient à convaincre son mari de rompre l'alliance avec la France. La Prusse adresse un ultimatum à l'empereur pour évacuer sous 8 jours les États allemands qui sont ici. Ça, c'est sous l'impulsion de sa femme, vous voyez, comme quoi elles peuvent quand même jouer un rôle important. Et de cette réaction de la reine de Prusse va naître la quatrième coalition, et ça, on en parlera la prochaine fois.